Bienvenue sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio. Émission présentée par Lola Engelmann. Salut à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France. Troisième rendez-vous de la semaine. Alors pour les retardataires, allez dès à présent checker nos 2 premières émissions sur notre site ou sur notre page YouTube. Et pour ceux qui seraient vraiment en retard, je vais vous faire un petit rappel rapide de ce que c'est Coqueco. Alors Coqueco, c'est un média éphémère lancé par 33 étudiants de l'ISCP à Lyon. Et jusqu'au 3 février, notre volonté c'est de décrypter les enjeux économiques, écologiques, politiques, etc. du Made in France. Et avant de vous présenter ma fine équipe, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux au nom de Coqueco by ISCPA, sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et sur notre site internet. Bon, Lola est toujours confinée, donc j'assure l'intérim avec plaisir pour cette deuxième journée consécutive. Gros bisous notre Lola, bisous de loin parce que bisous à Lola c'est pas très bon signe avec le Covid en ce moment. Si on pouvait rester à 4 personnes jusqu'à la fin de la semaine, ça pourrait être pas mal. Ça serait sympa. Croise les doigts. Pour débuter, laissez-moi présenter mon équipe de choc. Un t-shirt moulant pour montrer ses muscles et c'est pour notre plus grand plaisir. Luc Lavoué, comment ça va aujourd'hui ? Ok, ça va très bien mon Anto. Désolé, je suis habillé tout en noir, je ne broie pas du noir, au contraire je suis lumineux. Tout ça parce que j'ai incarné la place d'un Guadeloupéen, ici à ma droite. Coucou mon Léo. En parlant de Guadeloupéen, lui a préféré manger les jambons beurre plutôt que d'aller à la salle. Notre cher Léo Vignon, comment il va ? Eh ben ça allait très bien avant cette petite vanne, Antonin. Non, je suis ravi d'être là encore une fois et j'espère que ça va encore mieux se passer que les premières émissions. On espère aussi. Comme Luc, elle pousse à la salle, mais les effets sont encore invisibles. Comment ça va, Emma ? Ça va bien. Bon, j'ai pas pu aller la semaine dernière à la salle, mais j'y retourne dès demain. Allez, on espère voir ça. En un mois, t'as le temps de prendre de la masse quand même. Ah oui. Allez, bon, on est toujours 4 aujourd'hui. Tous négatifs au Covid d'ailleurs, on s'est tous fait tester. On est clean, hein. On est clean. On espère que ça durera le plus longtemps possible et on espère que chez vous, vous êtes aussi négatifs parce que c'est quand même pas une période très sympa. C'est vrai. Allez, on va débuter sans plus tarder avec notre dossier du jour. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé de l'importation des matières premières qui sont nécessaires à la fabrication de certains produits, notamment dans l'industrie du textile. Léo, tu commences à être un petit peu un connaisseur là depuis le début de la semaine avec le jean et la chemise, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment de la production de coton en France ? Et ben c'est vrai, je suis devenu un expert, mais pas vraiment, parce que j'avais spécifié cette semaine que le coton ne se cultivait pas sur les terres françaises. Ben, figurez-vous que j'avais tort. Et oui, en effet, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un article intéressant, la toute première production de coton sur les terres françaises. Alors à première vue, on pourrait se dire que si la quasi-totalité du coton utilisé par les firmes françaises viennent de l'étranger, c'est bien parce que produire du coton en France, c'est impossible. Eh bien détrompez-vous, oui, faire du coton en France, c'est compliqué, mais pas impossible. En effet, la température du sol doit dépasser 15 degrés et celle de l'air doit osciller entre 21 et 37 pour pouvoir en récolter. Un frein conséquent quand on connaît les températures hivernales et estivales dans l'Hexagone. De plus, la moindre averse est carrément susceptible de ruiner une récolte. Autant d'exigences qui refroidissent vite les plus téméraires. Mais c'était sans compter sur la détermination de 3 agriculteurs. Alors les amis, est-ce que vous savez de quelle région il s'agit ? Alors on va essayer d'être un petit peu inventif. Moi j'ai envie d'aller dans la Creuse, une petite région dont on parle pas assez. Moi j'irai dans le sud, dans un endroit où il fait chaud et beau. Il y a une petite idée, Moi, non ? Moi j'irai dans le sud aussi. Eh ben dites-vous que ces trois agriculteurs sont gersois. Et oui, on est très bons. Pas mauvais. À l'origine de l'entreprise, Jean-Phil, ils se sont lancés en 2019 dans la production de coton sur une parcelle de 4 hectares. Très vite, le scepticisme a régné sur la capacité des 3 amis à réussir ce pari fou. Une exploitation d'une demi-douzaine de graines achetées sur le net qui s'est transformée quelques mois plus tard en centaines de kilos de fibres de coton. De quoi faire taire leurs détracteurs. Car oui, dans le Gers, les conditions météo semblent concorder avec les exigences du coton. En été, les températures vacillent entre 13 et 25 degrés et les averses sont rares. Alors la vraie question, c'est peut-on envisager d'autres productions de coton en France et peuvent-elles alimenter l'apport de certaines entreprises ? Alors pour le moment, les récoltes des 3 copains ne servent qu'à alimenter leur propre marque de polo, Jean-Phil. Autant dire qu'il en faudra beaucoup plus pour pouvoir voir un jour une culture de coton se développer dans l'Hexagone. Un frein considérable vis-à-vis des concurrents aussi étrangers sur le marché. Il faut tout de même rappeler que la culture de coton dans le Gers, c'est possible, mais pas non plus optimale, Antonin.
Ça, c'est une belle initiative en tout cas. C'est une belle preuve de motivation et d'envie. Hein. C'est jamais facile quand tout le monde te dit non et que tu fonces tête baissée et qu'en plus tu réussis. Voilà, après, comme on disait, il faut quand même que les planètes soient alignées. Hein, parce qu'il y a quand Exactement. même beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et c'est vrai que c'est pas possible partout pareil. Je pense qu'en Bretagne, ils peuvent s'asseoir sur la production de coton. Je pense que... Effectivement. La température ne doit pas. Puis Non, la pluie aussi. Surtout. Non, mais c'est une belle initiative. Ça peut peut-être donner des idées à certains. Hein. Oui. Dans le Gers, dans d'autres régions, on sait qu'il y a des régions, des départements, même dans le sud, qui peuvent être intéressés par ça. Donc à voir. Mais c'est vrai que ça paraît quand même compliqué d'avoir une vraie production de coton et faire que C'est vrai du que- coton made in France vraiment qui soit exporté. Ça me paraît quand même un peu ambitieux. Ouais, c'est ça. Mais on peut au moins souligner l'inventivité de ces agriculteurs. On Exactement. déplore souvent que voilà, les agriculteurs, ils ont peut-être pas trop d'idées là-dessus. Moi, je trouve que là, c'était assez inventif de leur part et il faut le souligner. Bravo à eux. Ouais, c'est vrai. Et il faut aussi souligner du coup la difficulté de produire du 100% made in France à l'heure actuelle. Et donc ça me fait rebondir sur quelque chose. Antonin, c'est un space qu'on a demain. Exactement, Léo. Très belle transition. C'est vrai comme on le dit depuis 2 jours maintenant, c'est vrai que faire du 100% made in France, c'est quand même compliqué. On a vu, il y a quand même beaucoup de limites. Donc demain, comme tu l'as dit, on va se retrouver pour un space sur Twitter et on s'interrogera à savoir si le Made in France est viable pour des jeunes entrepreneurs, le 100% Made in France évidemment. On recevra notamment le fondateur de Beau Rivage, qui est Exactement, une du marque textile. de vêtements qui s'inspire de l'environnement côtier. Un jeune entrepreneur qui a des idées plein la tête et qui a beaucoup de choses à nous dire, donc ça sera très intéressant. Ça a l'air très innovant. Voilà, exactement. Son cas est intéressant parce qu'il vient de créer la marque assez récemment. Donc, il y a plein d'enjeux qui entourent tout ça. La certification Made in France, comment on l'obtient? Est-ce que lui est 100% Made in France? Il nous le dira. J'ai pas envie de vous dévoiler tous les secrets maintenant. En tout cas, ça va être intéressant. Soyez présents. On pourra tous en discuter. Rendez-vous demain. Sur Twitter. Donc, allez, on continue avec notre rubrique de la semaine, axée toujours sur l'écologie. Alors hier, on parlait Alpine. Aujourd'hui, on se penche sur la Renault Zoé. Bon, nettement moins puissante, il faut quand même l'avouer. Longtemps, elle a été première au classement de la voiture électrique la plus vendue en Europe, mais aujourd'hui, la Renault Zoé a été détrônée en 2021. Cette voiture made in France est apparue sur le marché de l'automobile français en mars 2013. Emma, tu nous fais un petit zoom sur cette citadine électrique. Alors oui, Antonin, au total, 5 voitures électriques sont assemblées en France. On peut y trouver une citadine, une berline ou encore un SUV. Parmi elles se trouve la Renault Zoé, une voiture made in France. Alors pour la petite anecdote, beaucoup de consommateurs avaient critiqué le fait que la voiture porte un prénom humain. L'entreprise Renault a expliqué que Zoé n'était pas un prénom, mais un mot grec. Alors j'ai une petite question pour vous. À votre avis, que veut dire Zoé en grec? T'as une petite idée, bon Léo, là? Moi, j'en ai aucune idée. Moi, j'irais bien sur un astre, quelque chose, Ouais. Ah chose ouais. lumineux, un truc comme ça. Ouais, j'aurais dit quelque chose de lumineux aussi. Zoé, voilà, c'est quelque chose d'assez lumineux du soleil. Alors Zoé Un truc autour de signifie ça. la vie en grec. Ouais, bon. Ah. Pas très Pas- très loin. Pas très loin, Pas mais loin, pas mais très pas près non ouf plus. non plus. Zoé 3 lettres, la vie 3 lettres, hein, c'est cohérent. Bon, parlons maintenant de sa fabrication. Cette voiture électrique provient directement d'usines françaises. En effet, elle est fabriquée à l'usine de Flins-sur-Seine, dans la région parisienne. Son moteur électrique est lui assemblé en Seine-Maritime, dans l'usine de Cléon. Toutefois, sa batterie est importée de Pologne. En effet, le constructeur automobile Renault souhaitait produire sa batterie dans l'Hexagone, mais face au faible volume de vente, le projet fut rapidement annulé. Pour eux, cela n'était pas intéressant économiquement parlant. Bien que les ventes augmentent d'année en année, elles restent plutôt modestes. Alors le constructeur automobile français a choisi de pousser plus loin la carte du développement durable dans sa fabrication. En effet, dans ses derniers modèles, Renault a choisi d'habiller l'intérieur de sa Zoé avec un tissu issu à 100% de matériaux recyclés. Il est composé de bouteilles plastiques et de chutes de ceinture de sécurité. Alors au total, pour chaque Zoé, il faut 8 mètres carrés de ce tissu écologique. Il est filé et tissé en France. Et comparé à une fabrication normale, ce système permet de réduire de plus de 60% les émissions de CO2 lors de la production. Alors comme toutes les voitures électriques, la Renault Zoé a un certain prix. Est-ce que vous avez une idée de son prix? Alors, moi, je dirais Assez cher. Assez cher, ouais. Tout ce qui est petit et puissant et onéreux, moi je dirais autour des 20 000 euros. Moi, je dirais pareil, je dirais Ouais. même 26 000 euros pour être précis. Ah, tiens, Vous il y a êtes, des sources? Non. vous êtes encore un petit peu loin. Ça Ah ouais. débute à 32 000 euros. Ah ouais, Oh là là. Sacré coup. c'est un Ah ouais. budget, c'est Moins cher c'est que le, la c'est le thème de la Alpine, semaine. Hein. Alpine, caviar, Renault Zoé. Bon. C'est le grand luxe. Ouais, effectivement, les Alpines, très, très sympas, mais très onéreuses aussi. Hein.
Alors, quelque cette chose. voiture électrique arrive bientôt en fin de vie. Cette petite citadine tirera sa révérence en 2024 et Renault lancera à la place la R5 électrique. Donc, c'est une voiture également made in France et contrairement à la Renault Zoé, ses batteries seront fabriquées en France, à Douai. Eh ben, très C'est très une bonne très belle initiative. initiative pour le coup de relocaliser la production en France. C'est ce qu'on disait, on en revient toujours un peu au même point de se dire que c'est quand même compliqué de faire du 100% Made in France. On l'a vu avec du coup la production en Pologne. Aujourd'hui, 2024, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, donc c'est bien aussi qu'on arrive à relocaliser la production et à faire du 100% Made in France. En espérant que ça en inspire certains. Et puis c'est un exemple que Renault essaye de suivre. On l'a vu avec les Alpines. Les Alpines, elles sont fabriquées à Dieppe. Là, encore une fois, on favorise le territoire. Il faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Et puis, c'est formidable. C'est Non, formidable mais pour nos employés. c'est très bien pour l'économie française et puis aussi pour Renault, parce que voilà, c'est bien aussi de ne pas être dépendant d'un marché étranger. On l'a vu pendant la crise, c'était quand même compliqué de s'acheminer en matériaux. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et Ouais, je suis totalement d'accord avec C'est bien ça. pour Renault. Qu'on continue dans ce sens-là, ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Hein, comme on le disait, c'est compliqué de faire du 100% Made in France. Tant qu'on peut, on va pas se On priver. prend, hein. Écologique On en va plus. pas se priver. Voilà, c'est clair. Allez, c'est l'heure de votre rendez-vous bien coutume, bien terroir, votre moment préféré, le Made in Région. C'est pas ça, Michel? C'est aberrant, quoi. Je trouve, c'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. On s'en lasse quand même pas trop de ce jingle. Hein. Moi, il me plaît à Moi, chaque je fois. l'adore. hein. Il est- Incroyable. C'est mon favori. Il est Alors- vraiment pas mal. Hein. Alors Luc, hier tu nous as mis l'eau à la bouche avec nos magnifiques quenelles lyonnaises. Aujourd'hui, dans quelle belle région est-ce que tu nous emmènes? Écoute, mon Antonin, je vais pas vous décevoir aujourd'hui. On va se balader dans une belle région. Alors, vous me connaissez, hein, je vais pas vous donner les secrets maintenant. Antonin, faut que je te parle avant ça. Depuis que je me suis enlisé dans cette histoire de charentaise et de quenelle, là, les gens de la classe me donnent entre 22 et 55 ans. Faut croire que défendre les provinces ou les savoir-faire, ça fait partie du prix, il semblerait, à payer. Alors, pas résigné pour autant, je vous emmène quelque part, direction le sud. Allez, je te le dis, Antonin, avec la ferme attention de redorer mon blason. Musique, maestro. Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je vois déjà les yeux d'Antonin me fusiller du regard. Ah non, il a vraiment osé mettre le générique des Marseillais dans une école de journalisme là? C'est Eh bien osé, hein. oui. Encore désolé Antonin, mais si je veux me refaire une image auprès du public, il faut bien passer par là. T'es pas d'accord? Si, j'avoue. Ouais, en plus au départ j'avais regardé une musique de Fernandel, la bouillabaisse, vous faire voyager. Mais bon, c'est différent, ça apporte une plus-value et ça c'est intéressant. Et puis dans l'ombre de ces énergumènes d'influenceurs, il y a aussi des influenceurs qui savent influencer le monde et la mode. Écoutez plutôt. Alors j'ai pas de jotte sans manche, mais j'ai une jotte bleue qui va avec ma veste pour l'hiver en fait. Et je l'utilise parce que ça fait un peu habillé. Et je peux le mettre quand je vais au travail avec des costumes ou autre, ça passe bien en fait, c'est pour ça. Alors là, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un jeune étudiant qui porte une jotte et qui apprécie ce moment. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est la qualité de la jotte. La jotte, est-ce que vous la connaissez? Moi j'en porte pas. Donc, J'en porte pas. Je connais, mais je Je connais crois aussi. bien que ce que tu portes actuellement, c'en est une. Effectivement, je voulais interpeller mes auditeurs. Alors forcément, je leur fais coucou de loin. J'ai caché mes biscottos quand même pour porter une belle marque parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la jotte. Alors la jotte, elle a une histoire familiale. Vous savez que j'aime les traditions et les familles. Encore une fois. On l'a vu depuis le début de la semaine. Ouais, je vais vous en parler Une parce que... rubrique pour toi carrément. Exactement. Jotte, c'est une histoire avec tous ses ingrédients. Donc de la transmission, des cousins, de la famille et de la transmission. Alors c'est parti pour cette histoire. En 2011, Nicolas et Mathieu Gourdica, deux cousins marseillais issus d'une famille d'entrepreneurs, veulent s'imposer dans le prêt-à-porter. Pourtant, quelques années plus tôt, en 2008, ils décident de monter leur marque de textile, mais la vague ne prend pas. Conquérant, ils décident alors d'investir un marché vestimentaire peu exploité, celui de la doudoune, grâce à l'alliance d'une doudoune à la fois tendance, légère et confortable, qui s'adresse à toutes les familles. Et le succès est imminent. En quelques années, les deux cousins sont parvenus à déstabiliser les concurrents, tels que Uniqlo ou Decathlon. Et 10 ans plus tard, c'est pas moins de 90 boutiques que les jeunes possèdent en France et dans le monde. Un succès que l'on peut constater chez les étudiants. Alors Je pense que c'est devenu normal de payer cher pour des items qui sont de bonne qualité. Donc pour n'importe quoi, que ce soit des chaussures, un téléphone ou une veste, peu importe. Mais surtout les vestes, vu que c'est un objet de tous les jours et surtout un truc un peu... ça devient fashion maintenant et tout ce qui est fashion c'est cher.
Alors on a entendu, à Marseille, les Jots, c'est devenu une véritable institution, presque au même titre que le pastis ou bien la pétanque, à tel point que lorsqu'on croise une famille avec ses enfants, on ne s'étonne même plus qu'ils sont tous habillés pareil. Alors ça serait à peine réducteur de dire que sur le Vieux-Port, tu croises des gens soit avec le maillot de l'OM, avec paillettes, soit avec une Jot. Alors j'aimerais bien vous le montrer là aux auditeurs, parce que c'est de l'autre côté. Mais même dans la... Tu peux tourner. Ouais, je vais me décaler, je vais sortir du micro un petit peu. Regardez-moi ça. Hop là, soyez très attentifs, parce qu'en fait, même dans la conception du logo, il y a quelque chose de très marseillais. Regardez bien, en fait, dans le logo, on voit un jeune en scooter qui roule en Vespa. C'est quand même assez marseillais, un petit peu italien. On veut quand même dire que c'est marseillais. C'est le sud. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que même dans la conception du logo, la marque française s'est voulue marseillaise en incarnant un jeune roulant en scooter avec une petite doudoune. Preuve que malgré le succès et les 120 millions d'euros amassés en chiffre d'affaires en 2020, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. C'est fini pour la chronique, j'ai levé le doigt, c'était juste pour plaisir. C'est sympa, mais il en est quoi de la production? C'est produit où est-ce que c'est produit? Alors là, c'est le petit hic, mon Anto, et je l'allais l'évoquer un petit peu plus tard. Il y a une production française et une production chinoise. Et au départ, en 2016, ils étaient exclusivement chinois, et ensuite là, ils essaient de se diversifier un petit peu dans le textile made in France, mais c'est encore pas très positif à ce niveau-là. D'accord. Encore une fois, c'est une histoire de famille, et c'est aussi là que voilà, on voit les difficultés une nouvelle fois, même malgré les ambitions, mais c'est bien aussi qu'ils arrivent à sortir de ce schéma-là étranger pour rebasculer sur une production française. Donc, c'est aussi là l'intérêt. Exactement, et puis c'est vrai que les coûts de fabrication liés à la doudoune sont souvent élevés. Il faut trouver, tout à l'heure c'était Léo qui nous parlait des coûts du coton. Là c'est pareil pour les deux entrepreneurs, il y a eu une grosse démarche de recherche et développement. Au début ils sont implantés en Chine, on espère que ça va progresser, on leur laisse le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Oui, totalement. Voilà. On va voir dans les années à venir. Et heureusement que vous êtes sympa vous quand même. Hein. Heureusement. Après c'est une marque qui marche bien. Après, oui. À Marseille, ils en ont moins besoin que dans le Nord quand même, parce que Marseille, ouais, c'est vrai, mais c'est plus chaud que. Ce qui est quand même sympa avec la Jot, c'est qu'on a quand même des modèles. Je leur fais pas de pub, mais il y a quand même des modèles sans manches, avec manches et tout. Et c'est vrai que même là, en plein hiver, j'ai croisé des gens avec des Jot à Lyon, donc c'était sympa de le constater. Ouais. Et puis le prix, on peut en parler un petit peu. Vous les cachez ma chronique ou quoi là, dis donc? Non, c'était pour dire que par rapport à d'autres marques, on peut dire que c'est onéreux, mais ça reste quand même dans les standards. T'as raison, mon Léo. C'est pour ça que quand j'évoquais la concurrence avec Decathlon ou Uniqlo, qui sont leurs concurrents directs, on s'étonne de voir qu'on est prêt à investir dans une doudoune qui est 3 fois plus chère, mais parce qu'ils ont réussi à fédérer autour de quelque chose de marseillais, de français, une doudoune qui est à la fois chaude et fraîche à la fois. C'est difficile à expliquer, mais ils ont été très très bons là-dessus. En recherche et développement, encore félicitations. J'en fais beaucoup, mais j'aime pas cette marque du tout, j'en ai pas 3 chez moi. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais pour la petite anecdote, je ne savais même pas que Jot était français. Ouais, c'est vrai. Et ni français ni marseillais, c'est pour ça que j'ai voulu changer. Aucune idée. Et j'aimerais bien savoir, moi, les auditeurs, n'hésitez pas à dire si vous étiez sûr que je parlerais de pastis, pastis Verano ou encore la pétanque. C'est vrai que j'avais même pensé savon marseillais. J'aurais mis une petite pièce là-dessus, moi. J'aurais pas misé. C'est vrai que tu nous as bien surpris. Sur la Jot. Qui c'est le boomer de la bande maintenant là? Antonin, non? C'est bon, j'ai plus rien à dire. On va dire que c'est Robin parce qu'il est pas là. Allez, on passe à notre débat du jour, première édition de ce débat. Nos deux protagonistes, Léo et Luc, vont s'affronter sur une question choisie par nos auditeurs. Le textile made in France est-il accessible aux étudiants? Les amis, je vous laisse 1 minute chacun, vous avez la parole. Ok, mon Léo, tu veux commencer? Parce qu'attention de mon côté, ça va déballer. Alors, je vais commencer. Et alors, pour moi, ce sera non. Alors déjà, autour de la table, qui peut, à part ceux qui ont fait leur recherche, me citer un t-shirt made in France à moins de 20 €? Cherchez. J'ai aucune idée. Eh oui, parce que je pense personne. Oui, parce que il ne faut pas se leurrer, le textile made in France aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Quand on voit qu'on peut se procurer chez les grandes entreprises fashion le même produit pour 3 fois moins cher, on se rend vite compte que pour les étudiants, c'est inaccessible au final. Mon cher Luc, et là je parle des entrées de gamme, je parle même pas des marques les plus connues, qui sont des marques de luxe qu'on connaît tous. En plus, si on fait un sondage, rares sont les étudiants à pouvoir me citer ne serait-ce que 3 marques de textile made in France. Donc déjà, l'anonymat de ces marques les desservent. Bon, et puis aussi, on peut parler de la disponibilité des entreprises made in France dans les villes moins connues. C'est vrai qu'à part dans les grandes métropoles, c'est compliqué de se fournir en made in France. Même si les commandes en ligne sont à la mode, les frais de livraison sont souvent plus élevés que pour un produit d'une grande firme.
Ouais, c'est vrai que ton argument, Léo, sur les coûts de production liés à l'export et d'autres coûts liés aux charges sociales, il est indéniable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas me placer en défenseur du Made in France dans sa globalité. Et je vais juste vous inciter à investir dans le textile du Made in France. Alors, les connaisseurs du secteur vont un peu s'insurger en me disant mais Luc, la France est le pays où il y a le plus de charges sociales. Luc, depuis les années 70, la France est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. Le mot est très dur à dire pour se plaidoyer. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de s'habiller 100% Made in France. Ne vous inquiétez pas. Moi, le message que je veux adresser aux étudiants aujourd'hui, c'est pourquoi investir dans des claquettes à 20 €? Tout ça parce que c'est une marque américaine. Pourquoi investir dans des chaussures à 300 €? Tout ça parce que c'est à la mode. On peut commencer à s'habiller en Made in France, acheter des petites chaussettes, c'est sympa avec des petits coques, là, des petits bien français. Il faut commencer par ici, il faut bien commencer quelque part. Donc moi, ma crainte, c'est qu'au lieu d'investir 300 € dans ces claquettes, vous pourriez au moins investir 20 € dans un truc français, s'il vous plaît. Alors malgré ça, on sait que le marché du textile, notamment sur le secteur des pulls, il est élevé. Moi, je peux quand même vous citer une marque. Je vais en faire une parce que j'ai pas trop le droit d'en faire trop. On accepte une. Allez. Voilà. Chez Cocorico, notamment, on peut trouver des pantalons et des pulls en entrée de gamme à partir de 30 €. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le combat, il est plutôt idéologique. Acheter du Made in France, c'est aller dans l'air du temps. Dans l'émission de demain, on parlera notamment du marché Made in France qui s'est déroulé cette année avec 830 exposants. Il y avait une centaine d'entreprises textiles là-dedans. Le marché du textile en France, il existe. Et voilà, je vous dis, achetez français. Il y a des marques qui existent. Les tarifs étudiants, c'est encore un peu compliqué. Mais le combat, il est idéologique. Très bien, messieurs. Des arguments de part et d'autre. Emma, qui t'a le plus convaincu? Moi, je suis plus d'accord avec Léo. Je suis plus dans cette optique que pour acheter un peu du Made in France, ça coûte souvent cher et que les étudiants n'ont pas trop de moyens. Donc, je serais plus d'accord avec Léo. Très bien. Moi, je comprends les arguments et j'irai du côté de Luc en disant que c'est possible d'acheter français, même si c'est compliqué, mais qu'ensuite, une nouvelle fois, c'est une question d'idéologie et de conscience personnelle plutôt que de financer des grandes firmes. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à donner notre argent à des petits producteurs? Après, le but n'est pas d'influencer oui, ce soit, tout à fait. Les deux points de vue sont défendables. Ni de mentir aux éditeurs. C'est pour ça que de dire que le Made in France est accessible, en général, ça se vérifie que non, mais la démarche d'en acheter, elle est possible. Voilà, sur des petits produits, moi, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Et sûrement aussi avec le temps, on le voit dans tous les sujets qu'on a traités, il nous faut encore un peu de temps et aussi, plus on l'achètera, moins aussi les prix seront élevés. Effectivement, c'est c'est peut-être à nous de faire le premier pas. C'est une des solutions à ce problème. Il y a même des débats clivants dans cette émission quand même. Hein. Franchement, on progresse. C'est bien. Alors, vous pouvez aussi nous dire, vous, qui vous a le plus convaincu. Vous pouvez répondre au sondage sur notre page Twitter Coqueco by ISCPA. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Celui qui vote pour moi aura des charentaises, je le répète. N'hésitez pas. Je pense que tu ne vas pas avoir beaucoup de votes, Luc. Malheureusement. Allez, on file vers notre rubrique fétiche, la minute décalée. Après la fève mardi et le caviar hier, Robin Hubert, depuis sa chambre confinée chez lui, il va mieux alors, s'est exprimé sur le slip français, messieurs, dames. Il a dû être inspiré pour cette chronique parce que je pense que ça fait une semaine qu'il est en slip dans son lit à cause du Covid. Alors on va le laisser s'exprimer et puis on en discutera. On va l'écouter. Bon, avant de pouvoir commencer cette fameuse minute décalée, est-ce que l'un d'entre vous a déjà porté un slip français? Ne me dites pas non parce que sinon je ne vous crois pas. Moi je dis non. En tout cas, moi, le slip de manière générale, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère largement le boxer. Je trouve que ça le rend beaucoup plus sexy. Et pourtant, que ce soit le slip ou le boxer, le principe il est le même. C'est recouvrir nos bijoux de famille. En ce qui me concerne, je n'ai jamais porté de slip français. Ou alors, je n'ai pas le souvenir d'en avoir porté. Tout ce que je voulais quand j'étais gosse, c'était des caleçons de marque qui claquent. Et oui, on ne va pas se mentir, il faut dire que j'avais du goût à l'époque. Mais bon, je faisais un peu trop mal au porte-monnaie de ma mère, du coup, j'ai dû rapidement changer de style. Et puis bon, quand je vois à quoi ressemble le slip français, je me dis que j'ai bien fait de passer à côté. Clairement, si c'est pour porter un slip qui a les couleurs du PSG, non merci. Autant aller se balader sur les Champs-Élysées avec une grenouillère. Est-ce que vous êtes d'accord avec Robin là, sur la grenouillère là, parce que moi je le ferais pas en tout cas. Écoute, c'est un peu osé. C'était une chute. C'est une chute particulière, mais moi une chute à la Robin. Je pense que je préfère porter un slip aux couleurs du PSG, même si c'est pour trahir l'OL.
que de me balader en grenouillard sur les Champs-Élysées. Je me demande si le Covid n'a pas des effets secondaires. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la perte d'humour est significative pour ça. Après, un petit mix charentaise, grenouillère et tout, on peut faire quelque chose. Hein. Un sacré style. Hein. Ah ouais. Il y a moyen. Au top de la mode, Luc. Ouais, avec un jean skinny en plus. Comme toujours, hein, les auditeurs le savent. Grosse pensée à Robin en tout cas. Et Lola pendant qu'on y est. Hein. Robin qui devrait revenir d'ici quelques jours quand même. Parce que ça fait un petit moment qu'il est confiné, donc il devrait bientôt prendre. Les auditeurs pourront enfin découvrir son visage. C'est vrai. Il n'en restera qu'un. Non, on va reprendre en effectif, Luc, la semaine prochaine. Allez, on y croit. Allez, bon, il est déjà temps pour nous de rendre l'antenne. Je vous invite une nouvelle fois, si ce n'est pas déjà fait, à aller faire le tour sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, au nom de Coqueco by ISCPA, et évidemment sur notre site internet. Demain, n'oubliez pas notre space Twitter à 18h30. Soyez au rendez-vous. En attendant, on se retrouve demain, même heure et même endroit. À demain. À demain. Prenez soin de vous.